Eh ben, je propose qu'on commence. Donc, on a 1 heure ensemble, hein. Encore une fois, on est ravis de vous accueillir. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir avec moi donc, Nicolas. Salut Nicolas, est-ce que tu veux te présenter? Eh ben, merci déjà de m'inviter dans ce joli studio d'Eskimos. Moi, je suis Nicolas Audin, je suis chez Fastorize depuis 10 ans, je suis expert WebPerf. Donc moi, je suis passionné de WebPerf déjà, et je suis aussi passionné de tout ce qui se passe sur le front d'un site, et alors aussi de beaucoup de l'expérience utilisateur. Donc voilà, je parle un peu de WebPerf aujourd'hui. Eh ben, super, on est ravis de t'accueillir, de t'avoir avec nous, Nicolas. On a également Sylvain à Lyon. Sylvain, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Oui, bonjour à tous, directeur technique SEO depuis 2000 depuis 2019 pour toutes les agences d'Eskimos en France et gros passionné de web performance, donc tout ce qui est technique SEO et web performance. Super, bah, on a hâte d'entendre aussi tes recos, Sylvain, notamment en fin de webinaire. Et puis donc, bah, enchanté, moi Jérémy, voilà, je suis le DG d'Eskimos. Et voilà, on est hyper ravis de vous présenter à la fois nos recommandations sur WebPerf, mais également les baromètres sur lesquels on a travaillé cet été. On n'a pas chômé avec l'équipe Eskimos et l'équipe Fasterize pour mettre à disposition ces insights marchés qui, vous allez le voir, sont très intéressants. Eskimos en 2 mots, puis après on passera effectivement à l'étude, hein. Nous, voilà, notre job il est assez simple, c'est-à-dire qu'on aide les marques à être visibles sur les moteurs de recherche, non plus le moteur de recherche. Donc historiquement c'était Google, mais de plus en plus, comme vous le savez, bah, la recherche se fragmente et se plateformise, et donc de plus en plus aujourd'hui les utilisateurs utilisent des acteurs comme les réseaux sociaux, comme les marketplaces, comme les plateformes vidéo et comme les moteurs IA. Ils utilisent en mode recherche finalement, comme autrefois on utilisait la recherche sur Google. Et donc l'enjeu pour les marques, c'est effectivement d'être également visible sur ces nouveaux moteurs. Et donc nous, bah, voilà, on accompagne sur l'ensemble de ce périmètre. Aujourd'hui, Eskimo, c'est 250 consultants, 1000 clients, un ancrage France qui est historique et qui est fort, à la fois à Paris, mais également en région, avec des entités à Lille, Bordeaux et Lyon, mais également un ancrage européen. Depuis quelques années, on a aussi voilà, des têtes de pont sur les pays limitrophes, que ce soit le UK, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, sur lesquels on peut effectivement accompagner des acteurs européens dans leur croissance et leur développement. Alors, nous, Fastorize, on est un éditeur SaaS. Notre credo, c'est de libérer le potentiel des sites de nos clients, en site e-commerce, web, travel. On leur permet en fait d'agir immédiatement sur tous leurs enjeux digitaux sans dépendre des cycles IT. On essaie voilà, de proposer, de débloquer des opportunités business rapidement. On a 2 solutions complémentaires qui permettent d'avoir des résultats qui sont quasiment immédiats. Notre solution un peu historique qui est EdgeSpeed, donc qui est dédiée à la web perf. C'est elle qui améliore automatiquement la rapidité et la fluidité de navigation, et donc aussi directement l'expérience utilisateur, mais aussi le SEO, le GEO, la conversion, enfin tout quoi. Euh, Petit chiffre, nous on observe en moyenne qu'on augmente de 5% par exemple la conversion chez nos clients avec HSpeed sur la partie performance, donc c'est vraiment important. Et puis deuxième produit qui est elle plus axé sur le SEO. On utilise le même moteur que HSpeed qui applique voilà, les bonnes pratiques de la web perf sur vos sites. Ben, on met à disposition ce même outil pour déployer rapidement des optimisations SEO et donc de capter plus rapidement des opportunités de croissance et donc de faire du test and learn, enfin voilà, de pouvoir aller plus vite sur le déploiement des recours SEO. Très bien, on a un sommaire assez dense. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra au fur et à mesure, notamment à la fin de chacune des parties. Et donc voilà, toutes les questions sont évidemment les bienvenues, ça sera un vrai plaisir d'y répondre. Peut-être avant de commencer, moi je voulais partager un peu les 5 paris que j'ai posés sur écrit sur le futur de la recherche ou le futur du marketing. Vous l'avez tous noté, hein, nos métiers ont été un peu bousculés ces derniers temps, que ce soit via des nouveaux usages, via des nouvelles technologies qui apparaissent. Et donc voilà, moi je vous partage un peu mes 5 paris. Le premier pari, c'est, je pense, le déploiement, la démocratisation de ce qu'on appelle le prototypage. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Là où historiquement, grosso modo, dès qu'on avait une demande, ça passait par un brief. Et c'est vrai pour les métiers du search, c'est vrai pour les métiers marketing. Et bah, vous le savez, ce que c'est un brief, hein, c'est qu'il y a toujours un delta entre l'émetteur et le récepteur. Et c'était chronophage et il y a beaucoup de déperdition de valeur. Bah, aujourd'hui, on a accès à des outils de prototypage. Alors, moi, celui que j'utilise, par exemple, c'est Lovable, mais il y en a plein d'autres, qui permettent en fait de maqueter, sans connaissance technique ou UX, vos idées. Et donc, bah, aujourd'hui, je trouve que ça, c'est vraiment une nouvelle compétence que les marketeurs doivent intégrer, parce que ça permet de gagner en robustesse, en efficacité et puis en praticité. Le deuxième pari que je fais, moi, c'est la simplification. Et je pense que le bon exemple, c'est Anthropic. Anthropic, un peu, c'est l'acteur dont on entend peu parler, mais qui aujourd'hui, hein, en termes de chiffre d'affaires, c'est 3 fois moins important qu'OpenAI, mais c'est aussi 4 fois moins de coûts.
Et donc, c'est un petit acteur qui a une trajectoire de rentabilité qui est assez intéressante. Donc, Anthropic, tout le monde voit ce que c'est. Hein, c'est un moteur LLM, derrière, c'est Claude. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un choix assez radical. Ils se sont dit, bah, on ne va pas viser tous les marchés. Nous, on va renoncer à certains clients, mais on va se concentrer uniquement sur le B2B et sur certaines typologies finalement d'actions, notamment le code, etc. Et bah, grâce à ça, ils sont à la fois très identifiés, très leaders sur cette partie-là, et ils gagnent en efficacité et en robustesse. Et ça, je pense que la simplification ou le fait effectivement de dire je définis bien mon ICP ou mon persona et je suis prêt à faire une croix sur tout le reste, permet d'évacuer un peu tout le brouillard qu'on peut avoir aujourd'hui dans les organisations pour faire en sorte d'être focus que sur un produit ou sur un service sur lequel on est meilleur. Le troisième pari que je fais, c'est le fait de faire de la pub sans trop en faire. Et là, je vais vous donner 2 exemples. Ce qu'on constate effectivement, c'est qu'aujourd'hui, l'IA nous donne accès à profusion effectivement d'outils qui permettent par exemple de créer du contenu. Là, et donc à casser les barrières à l'entrée, là où avant, effectivement, il y avait que certains profils, certaines personnes ou certaines boîtes qui étaient en capacité de créer du contenu. Aujourd'hui, tout le monde sait le faire. Et ce qu'on constate, bah, c'est qu'on a finalement une moyennisation de la qualité du contenu et qui fait qu'on est de moins en moins alerte. En tout cas, celui-ci perd en qualité. La bonne approche, je trouve, et c'est quelque chose qui commence à émerger, c'est ce qu'on appelle la Content Factory Team. Et donc là, il y a des équipes, et je pense que le bon exemple, c'est Href, que vous connaissez sûrement, où grosso modo, chaque personne, chaque employé d'Href est aussi un producteur de contenu. Et donc, pour parler du produit, ce n'est pas l'équipe marketing qui parle du produit Href, c'est le head of product ou le directeur produit qui parle du produit. Pareil pour les développeurs, c'est eux-mêmes aussi qui créent du contenu et médiatisent et sponsorisent, en tout cas, ou rendent visible le contenu. Et ça, je pense que c'est une trajectoire qui est hyper intéressante. C'est-à-dire que dans notre périmètre d'intervention, de plus en plus, le contenu va être finalement un élément additionnel qui va s'ajouter dans tout ce qu'on doit faire. Et je pense que c'est plutôt une bonne trajectoire. L'autre également élément différenciant, c'est la mise en avant des SEO. Moi, j'en suis un exemple modeste à ma petite échelle, mais voilà, j'essaie de prendre la parole, de créer du contenu et surtout d'être engagé dans les prises de position, pas juste relayer de l'information, mais voilà, d'avoir des convictions, de les partager. Alors des fois, je me trompe, des fois j'ai raison, j'espère avoir plus raison que de me tromper, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a une tendance un peu générale où il faut que les CEO s'exposent, prennent la parole, c'est attendu, et ça, c'est un élément qui est assez différenciant. La quatrième tendance émergente dans le marketing, c'est justement le retour du marketing dans les stratégies de search. Aujourd'hui, vous travaillez sûrement de près ou de loin, finalement, dans l'acquisition, dans le search, que ce soit en SIA, en SEO ou que sais-je. Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, le SEO, c'était aussi beaucoup de hacks, beaucoup de technicité, etc. Et on va voir justement avec Nicolas et Sylvain, on va essayer de déconstruire un peu cette image. Et le point positif de l'arrivée des LLM, c'est qu'on a un retour du marketing. Les meilleurs exemples, c'est quoi? C'est que typiquement les RP qui perdaient un peu en prestige, en tout cas qui était quelque chose comme étant identifié comme étant désuet, retrouvent de la valeur avec les LLM. Pourquoi? Parce que c'est le retour de la marque, c'est le retour de l'autorité, c'est le retour du branding. Et finalement, toutes choses égales par ailleurs, ChatGPT et consorts ont tendance à prioriser des contenus publiés par des marques qui ont une autorité établie, plutôt que des marques qui sont peu visibles et pour lesquelles il y a peu de points de contact ou de points de communication. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les équipes Search, SEO et SIA, dans les organisations, vont devoir travailler de plus en plus avec les équipes com. Et enfin, le dernier point, c'est, moi je pense qu'on va toujours être d'une année un peu, il va y avoir une sorte de blanc-seing sur l'IA. On ne va pas être encore dans l'année où on va demander un ROI. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'effectivement les organisations sont mises en ordre de marche pour commencer à tester, à itérer, à produire des choses. Je pense qu'on va continuer dans cette séquence-là. Ce qui est intéressant, c'est que, les budgets IA sont illimités, entre guillemets. En tout cas, lorsque les entreprises effectivement sacralisent des budgets, l'IA est souvent bien servie aujourd'hui. 2, il y a une structuration en termes d'outils de gouvernance, là où historiquement on savait surtout du shadow IA, c'est-à-dire que c'était des salariés, des employés qui utilisaient ChatGPT sans trop le dire ou prenaient une licence sans trop le dire, etc. Donc il n'y avait pas une approche un peu organisée de la chose. Et troisièmement, on va toujours être dans cette situation où on va surinterpréter ou en tout cas suranalyser les conséquences à court terme et sous-évaluer les conséquences à moyen terme. Et donc je pense qu'à court terme, finalement, dans le day-to-day, 2026 va être encore épargné par une transformation de l'IA dans nos habitudes, dans nos process, même si nous, par exemple, chez Eskimos, on commence à l'intégrer, on le déploie, et on le met à disposition de nos clients. Mais fondamentalement, on va garder quand même des standards de travail que l'on avait encore en 2025, 2024. Et donc, on ne va pas être sur un grand bouleversement, on va être encore sur une trajectoire de changement
qui va se faire petit à petit en itération. Il y a un article qui est paru sur la CLAM, vous pouvez effectivement vous y référer. Je rentre dans le sujet de la web perf, et je pense que l'idée, le fil conducteur un peu de notre webinaire, c'est de dire que la web perf n'est pas un sujet technique. Alors, son exécution est évidemment technique. Il fait appel à des ressources techniques, à la fois marketing, à la fois SEO, à la fois IT, etc. En revanche, le fait de l'adresser, de l'actionner dans une organisation, ça doit être un sujet business. Donc là, vous connaissez l'exemple, je vous l'ai remis, un exemple d'Amazon, qui est ultra vigilant sur sa web perf, et avec une phrase qui est assez connue, qui disait que grosso modo, pour que chaque dixième de seconde perdue, c'est 1% de CA jeté à la poubelle. Et donc à l'échelle d'Amazon, je vous ai fait le calcul rapidement, c'est plus de 6 milliards sur lequel Amazon s'assoit. Donc c'est un sujet éminemment business, la web perf. Autre exemple moi, qui m'a fait rire, on a tous été confrontés à, il y a quelques semaines, il y a ChatGPT qui a planté, notamment en lien avec Cloudflare, me semble-t-il. Donc voilà, la petite blague, c'est que c'est un peu le chômage technique du XXIe siècle. Il y a eu un débrayage assez massif pendant quelques heures où on ne savait plus trop quoi faire, parce qu'on perdait d'un coup notre intelligence additionnelle. Mais blague à part, c'est pourquoi je mentionne cet exemple, c'est qu'aujourd'hui, tous les moteurs LLM sont embarqués à la fois dans une course à l'innovation, c'est-à-dire ils veulent tous être les premiers sur les fameux benchmarks que l'on lit tous, que l'on consomme tous, mais surtout, l'un des gros enjeux, c'est finalement de proposer le moteur le plus rapide, parce qu'ils ont identifié effectivement que les utilisateurs que nous sommes, et moi le premier, on va avoir tendance effectivement à aller vers des moteurs qui sont à la fois efficaces, mais également rapides. Raison pour laquelle ChatGPT, Gemini, etc. ont aussi sorti des versions qui sont moins chronophages en termes de temps serveur et qui répondent finalement de manière beaucoup plus rapide. Autre exemple, Spotify. Alors, il y a une série sur Netflix, mais c'est aussi documenté dans un livre là-dessus, où grosso modo, l'ambition du fondateur de Spotify, Daniel Ek, était effectivement de proposer un service de streaming à l'origine des années 2000, avec une règle qu'il avait fixée, qui était une règle très dure, c'était de dire il faut que lorsque je lance la musique en tant qu'utilisateur, celle-ci démarre en dessous des 2 dixièmes de seconde. On voit bien dans la série, je vous invite à la regarder, elle est super intéressante, c'est-à-dire que c'était un peu le nerf de la guerre, et donc la victoire de Spotify sur ses concurrents, il ne s'est pas joué sur le catalogue, parce que finalement ils avaient tous à peu près les mêmes catalogues, au bout d'un moment, mais c'est joué vraiment sur le temps de réponse et la réactivité du service. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est grâce à ça finalement qu'ils ont réussi à s'imposer. Alors, il y a d'autres raisons, mais en tout cas, voilà, ça a été leur vrai edge compétitif. Si on rentre dans le sujet, la web perf, ça a un impact pour le SEO. Alors, je vous ai mis différentes études, toutes choses égales par ailleurs. Alors, effectivement, je pense qu'il ne faut pas prendre ces chiffres vraiment pour acquis. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la trajectoire que ça dessine, en tout cas le panorama que ça dessine. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est un critère qui est pris en compte notamment par l'algorithme Google, parmi les X dizaines ou X centaines de critères d'évaluation, d'annexation et de ranking qui vont faire qu'il va prioriser une position versus une autre, un domaine versus une autre. En revanche, effectivement, le fait d'avoir un site qui répond de façon efficiente finalement aux exigences de Google, c'est quelque chose qui va vous donner finalement des billes pour aller chercher les top positions. C'est Google qui a démocratisé les fameuses guidelines de dire il faut que votre site il réponde en dessous des 3 secondes, c'était il y a plusieurs années. Et depuis, c'est un peu finalement un totem sur lequel les marques doivent s'aligner. Ma conviction, c'est que 3 secondes, c'est même trop maintenant. Peut-être qu'il y a 10 ans, 15 ans, on s'accommodait ces 3 secondes. La vérité aujourd'hui, c'est que dans nos usages, on est de plus en plus impatient, moi le premier. Et donc 3 secondes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment le prérequis minimal, mais sur lequel il faut évidemment pas se contenter. La web perf, c'est aussi un enjeu pour le géo. Le géo, tout le monde voit ce que c'est la visibilité sur les nouveaux moteurs de recherche. La grande différence entre le géo et le SEO se passe notamment sur les bots. Vous savez, pour que votre site soit indexé sur Google, il y a un bot Google qui vient scraper plusieurs fois par semaine, par jour, en fonction de la densité de votre site, pour pouvoir l'indexer et le comprendre. C'est vrai aussi pour les bots IA, sachant qu'eux, ils sont beaucoup plus gourmands, on va dire. Ils passent de façon beaucoup plus fréquente, et chaque moteur IA a ses propres bots. Et donc, effectivement, ça va taper un peu dans la bande passante de serveurs de votre site. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des règles de gestion que mettent en place certains annonceurs, certains éditeurs pour limiter finalement le passage de ces bots ou pour réduire la fenêtre de tir ou pour faire en sorte effectivement de leur pousser certains contenus et pas d'autres, etc. En tout cas, ce qu'on voit, nous, c'est que les sites qui sont aujourd'hui bien repris sur ChatGPT sont des sites notamment qui ont un score de vitesse ou un score de réponse optimal.
Pourquoi? Parce que les bots, ils sont assez feignants, ils doivent crawler le web de façon très fréquente, etc. Et donc, à site équivalent, ils vont tendance quand même à prioriser, alors parmi d'autres critères, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais un des critères sur lesquels ils vont s'appuyer, c'est aussi les sites qui répondent le plus rapidement. Donc ça, c'est une façon aussi d'optimiser vos chances d'être repris effectivement sur ces nouveaux moteurs. La web perf, c'est aussi un enjeu pour le SIA. Et c'est un enjeu direct. Pourquoi? Dans le SIA, vous le savez, hein, quand vous faites de l'achat de mots-clés, si vous diffusez sur Google Ads, il y a un score interne qui s'appelle le Quality Score. Ce Quality Score, c'est un peu un score que définit Google, qui est associé à chacun des mots-clés. Et un des critères de notation de ce Quality Score, c'est ce qu'on appelle la convivialité de la landing page. Alors, ça veut tout rien dire, la convivialité de la landing page, mais simplement, grosso modo, Google va tendance effectivement à donner un bon score à une page qui a un taux de rebond assez faible, qui est responsive mobile, qui gère l'interaction, etc. Et la bonne façon, en tout cas, d'avoir un bon score, c'est aussi d'avoir une page qui a un score de réponse très rapide. Et d'ailleurs, ce score de réponse, il est même aujourd'hui visible directement sur Google Ads. Je vous ai mis ici une capture d'écran où on a ce qu'on appelle le Mobile Speed Score qui vous permet de mesurer. Donc, c'est un score de 1 à 10, 10 étant le mieux. Et donc, encore une fois, une bonne façon de baisser ces CPC sur Google, donc ces enchères sur Google, ça peut être de travailler ses annonces, ça peut être de travailler son produit, etc. Mais ça peut être aussi de travailler le temps de réponse de son site. Et donc, voilà, ça va vous permettre effectivement de gagner en réactivité et en efficacité économique. Et enfin, dernier point, la web performance, c'est aussi un enjeu majeur sur la conversion. Et ça, je pense que je vous ai mis une étude de Deloitte, mais honnêtement, c'est beaucoup de bon sens. C'est-à-dire qu'un site qui répond très vite lorsque vous cliquez, c'est un site qui diminue le risque de rebond et donc qui favorise effectivement la complétion du tunnel. Deloitte vous partage certains chiffres, voilà, entre 0 et plus 10%. Nicolas parlait de plus 5% sur la conversion. Donc ça, c'est intéressant. Parce que moi, par exemple, qui fait l'acquisition toute ma carrière, souvent on se bat pour aller chercher plus de budget auprès de son CFO. Et vu le contexte d'aujourd'hui, c'est peut-être compliqué d'aller chercher plus de budget. Parfois, la bonne approche, effectivement, pour optimiser ces campagnes, pour augmenter le volume de leads, de ventes, de revenus, etc. générés, c'est peut-être pas tant d'aller chercher plus de budget, c'est pas tant d'aller dépenser plus sur telle ou telle régie, c'est peut-être simplement d'optimiser et d'améliorer l'expérience site. Ça passe notamment par la web performance. On passe à la partie 2, et là je laisse la parole à Nicolas qui va vous présenter les études et la démarche qu'on a eue derrière. Ok, merci. Donc pour faire ce baromètre, on a analysé, je ne sais pas pourquoi je disparais de la caméra. Bon. On a analysé 10 000 sites en 2025 qu'on a classés en 7 secteurs. Donc vous les retrouvez à droite sur l'écran, l'automobile, l'assurance, santé, ainsi de suite. On a utilisé les données du Crux pour faire ce classement. Donc, on a pu ainsi faire un benchmark paramétrique. Et on a aussi fait, on a utilisé notre nouvel index qui s'appelle le Performance Experience Index, dont je vais parler juste après, qui vous permet du coup de vous classer par rapport à votre secteur et aussi par rapport à vos concurrents. Petit rappel juste, qu'est-ce que c'est que le Crux? Peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien. Le Crux, c'est une base de données qui vient récolter toutes les métriques des Core Vitals, qu'on verra juste après, des utilisateurs de Chrome. Donc en fait, quand vous vous baladez sur un site, sur Chrome, vous envoyez une information à Google pour lui dire, sur cette page, j'ai eu tel temps de chargement, j'ai eu tel délai d'interactivité, et ainsi de suite, stabilité visuelle. Donc vous venez alimenter cette base de données qui est disponible publiquement. Vous pouvez assez facilement la consulter sur Internet via différents outils, par exemple le CruxViz ou Treo. Et ces données, elles sont super intéressantes. Il y a ce biais de le fait que ce soit que l'utilisateur de Chrome, mais malgré tout, ça nous donne vraiment une visibilité très large sur les performances d'un site. Et en plus, on a aussi des informations de type est-ce que j'étais sur mobile, est-ce que j'étais sur desktop, quelle connexion j'avais, depuis quel pays je viens, quel était mon type de navigation. Donc, c'est une mine d'or déjà pour avoir des informations sur un site. Alors, peut-être juste reprendre sur le LCP. Il y avait... donc, les différentes métriques de Google nous permettent du coup de créer un Performance Experience Index. Donc, c'est un index qu'on a souhaité créer pour faciliter l'analyse des performances d'un site, se mesurer et surtout aussi se classer dans un index par rapport à ses concurrents, ou même jusqu'à, comme on dit pour le baromètre, par rapport à un secteur. Donc, on utilise des métriques qui représentent l'expérience utilisateur selon Google. Donc, il y a 3 familles.
il y a la partie chargement. Donc, dans la partie chargement, on englobe le TTFB, le FCP, le LCP très rapidement. Donc, le TTFB, ce n'est pas ça qui va impacter directement l'expérience utilisateur, mais on sait que ça a un impact sur le FCP, le LCP, donc indirectement, on mesure pour le prendre en compte et faire varier l'index. Le FCP, ça va être le First Content Full Page, c'est quand est-ce que la page commence à afficher du contenu, donc c'est l'effet page blanche, hein, l'attente avant d'avoir un premier contenu que l'internaute peut commencer à consulter. Le LCP, le Largest Content Full Paint, il va un petit peu plus loin dans cette analyse de chargement. On va regarder quand est-ce que l'élément le plus grand dans la page s'affiche. Et théoriquement, c'est le moment où l'internaute a le contenu disponible pour lire la page. Ensuite, on passe sur une famille d'interactivité. On utilise l'INP, qui va mesurer toutes les interactions qu'on fait sur une page. Et celle qui sera la plus lente va être envoyée dans le CRUX et donc va déterminer du coup la notion d'interactivité sur une page et donc sur un site. Et enfin, on termine avec le CLS, qui est un indicateur plus de stabilité visuelle. Donc, est-ce que j'ai beaucoup de mouvements dans la page quand la page se charge ? Et donc, avec ces 5 métriques, nous, on va venir les pondérer en favorisant plutôt une métrique qu'une autre. C'est un peu notre expérience qui nous a permis de choisir cette pondération. Et on ajuste aussi ces métriques par rapport au pourcentage d'utilisateurs sur un site qui ont des bonnes métriques. Donc, ça permet vraiment de se focaliser moins sur une métrique théorique en millisecondes ou en secondes, plus sur quelle est la part de mes utilisateurs qui ont une bonne expérience sur mon site. Et donc, plus cette part est importante, plus mon index est important, parce que du coup, c'est de 0 à 100. Vous avez la possibilité de calculer ce Performance Experience Index sur notre simulateur, sur notre site. Donc, on a un outil dédié. Vous retrouvez le lien dans le chat. Donc, vous pouvez repartir avec un diagnostic des performances de votre site et on fournit aussi des recours en fonction de vos métriques avec ce simulateur. Donc, pour le baromètre, vous allez retrouver le baromètre dans le chat. Donc vous avez le classement qui est fait par secteur. Vous avez le classement qui est fait aussi avec les disparités des stocks mobiles. Peut-être sur la slide suivante, en fait, c'est un exemple un petit peu de classement des acteurs de l'assurance et de la mutuelle selon le Performance Experience Index. Donc on voit que plus l'index est haut sur 100, plus le classement est bon. L'assurance et la mutuelle, c'est un secteur qu'on considère quand même globalement mature au niveau de la web perf. C'est pas homogène, mais vous verrez déjà que selon les secteurs et la typologie de site, ça peut changer, notamment parce que le contenu, la structure du contenu, ce qu'il y a sur le site change. Dans l'assurance, par exemple, on va avoir des pages qui sont très orientées conversion pour des formulaires de devis, des formulaires de contact. Donc, c'est des interfaces qui sont souvent plus simples avec moins de features. Donc, on retrouve des INP, des CLS, donc une interactivité, une stabilité qui sont quand même plutôt solides. Mais on a remarqué, par exemple, que le LCP, donc l'affichage du contenu le plus grand dans la page, était parfois un peu fragile parce que si le contenu éditorial des pages n'est pas forcément bien maîtrisé parce qu'il peut être alimenté par plein de services de métiers, et s'il n'est pas maîtrisé, on peut avoir du coup des délais de chargement des images ou des vidéos et ainsi de suite. Il y a Tom qui pose une bonne question et il demande à partir de quelle valeur de PX Index on peut considérer que le chiffre est bon. Alors, cet index, justement, nous, le but, c'était pas forcément de dire si c'était bon ou pas, c'était plus de se dire quelle est ma place dans le classement et par rapport à d'autres. On a quand même mis des seuils, on se dit qu'à partir de 90, vous êtes bon, entre 50 et 90, vous êtes moyen, et en dessous de 50, il y a des efforts à faire, un peu comme, peut-être vous connaissez le Score Lighthouse, c'est un petit peu cette idée aussi. Et donc, par rapport à ces secteurs, à l'inverse, dans le luxe, on aura plutôt vraiment des visuels qui sont en haute définition, des animations, des vidéos, des expériences qui sont plus immersives, et donc des pages plus grosses, plus lourdes, plus longues, qui ont un fort impact sur la performance. Et en plus, sur des sites de luxe, on a souvent un arbitrage en fait entre est-ce qu'on privilégie l'image de marque plutôt que la performance? Est-ce qu'on privilégie le design, ce qu'on veut faire passer à l'utilisateur, à défaut parfois de la performance? Là où, sur certains secteurs comme la banque ou l'e-commerce, c'est l'expérience utilisateur principalement qui est importante. L'image de marque est un petit peu un peu moins importante que le luxe. Ouais. Pour le TTFB, je vois une question de Marc. Est-ce qu'on peut estimer le gain chiffré pouvant être... Alors, ça peut aller du simple au 10. Hein. On en parle un petit peu des recos, et donc je ferai un petit focus sur le TTFB tout à l'heure, si vous voulez. Ensuite,
Ce qu'on remarque aussi dans ce baromètre, c'est que, bien entendu, aussi, il y a des disparités entre si l'utilisateur utilise un mobile ou un desktop. Déjà, en termes de répartition, selon les secteurs, on n'a pas forcément la même répartition, mais aussi en termes de performance. C'est uniquement, par exemple, dans le secteur de l'assurance, encore une fois, qu'on remarque un trafic desktop qui est assez élevé. C'est un peu le reflet de parcours longs et engageants. Quand on veut faire un formulaire assez long de création de compte sur l'assurance ou autre, on a envie d'être tranquille chez soi devant son PC, et donc forcément, on a un device qui est plus puissant, une connexion qui est plus rapide, qui est plus stable. Ce qui va changer aussi par cette disparité, c'est la complexité des parcours qui permet de déterminer l'appareil qui est utilisé. Par exemple, ce qu'on a remarqué, c'est que toujours aussi dans la banque, dans l'assurance mutuelle, vous avez souvent sur ces sites, principalement, soit des formulaires, soit des contenus éditoriaux. Mais tout ce qui va être espace client, affichage de mes remboursements, par exemple sur une mutuelle ou autre, ça se passe sur un domaine différent. Ça va être espace client.monsite.fr. Et donc, les données sont différentes pour ces deux sites différents pour le Crux. Et c'est pour ça que parfois, on peut voir que sur ces sites d'assurance ou autres, quand on a un sous-domaine espace client distinct, on a du coup une bonne performance sur le site vitrine, le site principal. Ouais. On peut parler un petit peu aussi du prêt-à-porter. C'est un secteur qui a le meilleur LCP par rapport aux autres. On sent que la performance, c'est un critère qui est beaucoup travaillé. Déjà, on est dans un secteur qui est hyper concurrentiel, le prêt-à-porter, la mode, sur la vente sur Internet. Et donc, c'était travaillé. Ils savent très bien que la web performance, c'est un des critères aussi de positionnement et qui est récolté par Google. Et donc, c'est quelque chose qui est très travaillé. Mais malgré tout, quand on est sur un site e-commerce, on le sait bien, on a beaucoup de scripts tiers. On va avoir des tags, des A/B tests, de la personnalisation, des features qui permettent de rajouter du JS et des fonctionnalités sur le site. Et aussi, on a des features front de type carousel, filtre, widget, ainsi de suite. Et tout ça, ça impacte l'interactivité. Et en plus, on voit aussi qu'il y a une tendance qu'il y a pas mal de sites qui se tournent vers des frameworks type SPA, donc, où il y a beaucoup de JS, où la navigation est un peu différente, mais on constate souvent, alors des fois c'est très bien fait, mais assez souvent quand même on remarque qu'il y a des problèmes de stabilité visuelle et d'interactivité sur ces sites. Ouais. Très bien, on va passer à la troisième partie. Donc, on va vous exposer effectivement, et c'est notamment Nicolas et Sylvain qui ont exposé un certain nombre de recos. Vous allez voir, il y a des recos qui, encore une fois, l'objectif, c'est de casser un peu les idées conçues. C'est-à-dire que c'est un sujet business et qui peut effectivement, qui comporte un certain nombre d'actions quick win, entre guillemets, en tout cas, qui sont déployables sans mobiliser 6 mois de bande passante d'une équipe IT. Donc, d'ailleurs, ça va être des choses qui vont être très pratico-pratiques. Je vois une question de Fanny sur le classement, l'impact de l'INP sur le classement SEO Google. Alors, je vais peut-être y répondre un petit peu. En fait, l'INP fait partie des Core Vitals, donc c'est ces 3 métriques, LCP, INP et CLS, qui sont regardées par Google pour savoir si un site est rapide. Donc, si vous avez les 3 métriques qui sont dans le vert, donc il y a des seuils pour chaque métrique, à ce moment-là, Google considère que votre page est rapide. Et donc, dans le critère de classement, ça sera le petit plus que vous aurez. Donc, si vous voulez que l'INP soit bon pour votre rapidité de site, il faut que ça soit en dessous de 200 millisecondes. Alors, pour le TTB, on en parle justement. C'est la première. Non, on en parle juste après. Là, c'est une première reco. On parle de monitoring. Alors, c'est pas une reco directe qui va améliorer vos performances. C'est quelque chose que je dis beaucoup, c'est que tant que vous ne savez pas ce qui se passe sur votre site, vous pouvez pas l'améliorer. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, la première chose à faire dans tous les cas pour améliorer les performances d'un site, c'est de savoir ce qu'on mesure. Et donc, c'est d'utiliser des outils de monitoring. Le Crux, du coup, c'est un très bon début. Ça permet déjà d'avoir un aperçu de ce qui se passe sur le site. C'est limité à Chrome, il y a peu de détails, et surtout, si vous faites quelque chose sur votre site, ça va être long pour savoir s'il y a eu un impact ou pas. On ne veut pas attendre une semaine ou 28 jours pour savoir si une optimisation a eu un impact. Une fois que vous avez regardé le Crux, au minimum, ce qui est important, c'est d'avoir votre propre RUM, donc c'est une solution de Real User Monitoring. C'est une solution qui permet du coup de récolter l'expérience utilisateur de vos utilisateurs sur vos pages. Et ça va très loin parce qu'on va pouvoir segmenter les populations, on va pouvoir aussi savoir quel type de page est meilleur que d'autres, on va pouvoir remonter plein d'informations sur l'utilisateur et donc faire des analyses beaucoup plus poussées sur les performances d'un site.
et avoir du coup les données aussi des personnes qui sont sur Safari ou sur Firefox. Et au mieux, du coup, une fois que si vous avez le RAM aussi, c'est de faire des tests synthétiques. Alors un test synthétique, c'est de faire d'utiliser un agent, un petit serveur qui va faire des tests répétés sur vos pages régulièrement dans un contexte donné. Voilà. Du coup, vous n'aurez pas tous les contextes d'un real user monitoring, mais vous allez pouvoir dire, je veux un mobile avec une connexion 4G, un desktop avec une connexion de fibre, et vous faites ces mesures régulièrement. Et donc, ça vous permet de suivre la performance de vos pages et de détecter s'il y a une évolution, une régression directement et très rapidement sur votre site. Et là, encore mieux, pour terminer, là, vous êtes parfait pour le monitoring, c'est de faire ces tests synthétiques sur vos environnements de pré-production. Donc, vous faites des évolutions, vous faites des changements sur votre site, vous pouvez détecter ces régressions ou des améliorations directement avant de pousser en prod. Et donc, vous évitez la cata de pousser des choses qui pourraient casser votre performance. Est-ce que Sylvain, tu as des choses à compléter? Ouais, je voulais prendre la parole pour justement tordre le cou au fameux score PageSpeed qui est montré sur un test. Quand vous faites un test sur une page, vous avez un score sur 100. Et ce score sur 100, faut arrêter d'en parler trop. Autant Fasterez qu'Eskimos, on n'en tient pas compte. C'est pas du tout le sujet. Pourquoi? Parce que c'est un test synthétique. Donc quand on dit synthétique, ça veut dire que c'est un test simulé, premièrement. Deuxièmement, c'est un test unitaire, c'est-à-dire c'est un test c'est pas du tout scientifique. Quand on veut faire un test, on en fait 9 et on prend la médiane. Là, pour le coup, c'est juste un test unique, donc simulé encore une fois, je le dis. Et d'autre part, la plupart du temps, ça ne représente pas forcément une connexion depuis l'audience de votre site, puisque en général, il dit c'est un test en Europe. Alors, si vous avez un test avec uniquement une audience en France, manque de peau, ça peut être depuis l'Irlande. Et finalement, le dernier point, c'est que c'est un test aussi qui est sur la première impression de la page et pas du tout sur toute une visite. Il y a très peu de vos utilisateurs qui viennent uniquement une fois et ils repartent direct, ils font un hit and run. Ça n'arrive presque jamais, ou alors c'est du trafic très peu qualifié. Et en l'occurrence, ça ne tient pas en compte de tout ce qui est catching qu'il peut y avoir entre une page et la suivante. Donc très peu utile. La seule chose qu'on peut vous indiquer sur la techno qui est derrière PageSpeed Insight, c'est Lighthouse. Ce que vous pouvez faire, c'est installer Lighthouse sur un serveur VVS français, pour le coup, si votre audience est en France, et faire beaucoup plus de tests, et ensuite calculer la médiane. J'ai un script pour ça, si vous voulez me contacter par la suite, je vous le passerai sans aucun problème. Tu peux enchaîner, Nicolas. Juste à une question de Thibaut, enfin une phrase de Thibaut sur l'INP. Au contraire, justement, l'INP, c'est vraiment une métrique qui est disponible que dans le Crux, qui est disponible que dans le RUM, puisqu'on ne peut pas simuler l'interactivité sur une page. Donc on a bien l'INP, le LCP et le CLS qui sont dans le Crux. Deuxième recommandation qui va répondre un petit peu à certaines questions, c'est de maîtriser vos temps de réponse. On en a un petit peu parlé juste avant, le TTFB, c'est primordial. Ce n'est pas une mesure qui impacte l'expérience utilisateur, mais ça va avoir un effet indirect sur d'autres métriques UX. Et on sait aussi que ça impacte le SEO, parce que les crawls des moteurs de recherche, ils consomment du budget d'indexation, de crawl, pour venir sur votre site. Et s'ils passent 2 secondes à attendre votre page, il va passer ces 2 secondes qui ne va pas passer aussi sur d'autres pages. Donc, c'est primordial déjà pour le SEO. Souvent, ce qu'on dit, c'est que pour avoir mon TTFB, utiliser un CDN. Un CDN, ça permet de rapprocher le contenu de votre site, les pages, les ressources, au plus proche géographiquement de vos internautes. Donc, on réduit la latence du téléchargement. Mais il faut pouvoir mettre en cache aussi ces éléments-là. Donc, il faut une politique de cache pour améliorer le temps de réponse de votre site. Ces CDN, souvent aussi, permettent de paramétrer la compression, donc faire en sorte que les ressources soient les plus légères possibles. Donc, on connaît tous peut-être le gzip. Maintenant, c'est le Brotli qui est le plus utilisé. Enfin, en tout cas, il faut utiliser le Brotli. Et il y a ce standard, enfin, ce type de compression qui est le Z standard, qui a été poussé par Meta, qui est sorti il y a quelques temps et qui est encore plus efficace. Donc, pensez à bien paramétrer tout ce qui est compression sur votre CDN. Des fois, c'est un clic à faire dans les options. Mais ça ne fait pas tout. Une page n'est pas tout de suite en cache, et il y a des pages qui ne peuvent pas être mises en cache. Des recherches, ça doit être dynamique, des disponibilités produits, ainsi de suite. Donc forcément, si on ne peut pas le faire côté front, il faut le faire côté back. Et là, c'est du travail assez lourd, mais qui paye. Il faut optimiser vos requêtes de base de données, voir si vous n'avez pas des caches internes, des caches d'API, optimiser vos scripts, vos contrôleurs. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a des outils même qui sont dédiés pour ça. Et donc, tout ce travail, c'est vraiment efficace pour améliorer toute la partie chargement
de vos pages. Oui, pour la petite info, le Z standard, c'était fait par Meta, mais c'était un Français chez Meta qui l'a fait, donc cocorico. Je voulais juste dire aussi que le budget de crawl est important aussi d'un point de vue SEO. Donc le TTFB, c'est intéressant pour le budget de crawl aussi. Donc on aura plus de pages visitées pour un laps de temps égal. Et pour le coup, c'est hyper important aussi pour tout ce qui est crawler IA, dans le sens où les crawlers font, on va dire, entre 20 et 50 sites en quelques secondes. Votre site est parmi eux. Si jamais il y a un timeout, parce qu'ils ont des timeouts qui sont différents selon les crawlers, eh ben, il doit y avoir un timeout qui est défini. Il est assez rapide. Si jamais vous êtes en timeout, ben, il ne va pas chercher à aller plus loin. Il passera au suivant et du coup, vous ne sortirez pas sur leur moteur de réponse. Et pour les puristes, pour info, c'est un peu technique. Je vois que dans le chat, il y a des choses qui sont techniques et qui font peur à certains. On va essayer d'avoir un discours pas trop technique et technique à la fois. C'est un peu compliqué par rapport à l'audience. Pour le coup, Lighthouse, à une époque, préconisait 200 millisecondes de TTFB. Ça a été changé en 2017. Ils sont passés à 600. Donc maintenant, c'est 600 millisecondes. Et pour ce qui est Crux, c'est en dessous de 800 millisecondes pour le TTFB. Pour info. Et dernière chose, les redirections sont comprises dans le TTFB. Donc, si vous avez beaucoup de redirections en interne sur le site, eh ben, faites la chasse déjà aux redirections. Troisième recommandation, on parle un petit peu plus une fois que vous avez le contenu HTML qui est envoyé au navigateur, comment faire pour faire en sorte que le rendu de la page soit le plus rapide possible. Quand le navigateur il commence à lire votre code HTML, tout ce qui va le bloquer en fait pour afficher du contenu sur la page, c'est vos styles CSS et vos scripts JS. Tout ça, il faut qu'il le télécharge, qu'il le parse, qu'il l'exécute avant de pouvoir afficher le contenu. Donc, il n'y a pas de secret du coup pour avoir un rendu plus rapide et donc avoir un meilleur FCP, donc afficher plus rapidement la page. Il faut limiter le CSS, en avoir le moins possible. Même, on peut aller carrément extraire le CSS qui est vraiment juste nécessaire pour afficher la partie visible de votre page, la charger très rapidement, et puis charger le reste plus tard, sans que ça soit bloquant. Et surtout, faites attention aussi, parfois on voit des imports dans les CSS, ça c'est la cata pour la performance. Par rapport au JS, vous avez différentes techniques pour dire au navigateur, ce JS, il n'est pas bloquant, continue à faire ton rendu, tu peux exécuter quand tu auras fini. Cet attribut diffère, on parle de différer le JavaScript. Parce qu'en fait, malgré tout ce qui est dans le head, en fait, c'est considéré comme critique. Alors quand je parle de head, c'est la balise, hein. On a le head et le body dans le HTML. Tout ce qui est dans le head, c'est critique pour le navigateur. Et même si vous mettez vos scripts en diffère et que vous les laissez dans le head, malgré tout, il doit télécharger CJS. Donc, si vous en avez beaucoup, vous allez venir pénaliser votre bande passante, saturer votre bande passante et empêcher, par exemple, le téléchargement de votre image principale ou de la vidéo, ou ainsi de suite. Ce qu'on voit souvent aussi, c'est que vos fournisseurs de sort parties vous disent voilà, vous avez posé ce petit script sur votre site et vous inquiétez pas, la performance est gérée, vous mettez un petit A5 sur votre script, tout va bien aller. Alors, c'est pas si facile que ça et c'est pas suffisant. L'A5, ça permet en effet d'aller un petit peu plus vite pour le charger, ça reste bloquant malgré tout. Mais en fait, une fois que le script est en cache, en fait, on perd le bénéfice de l'A5 et c'est comme si c'était un script bloquant tout simple. Donc attention quand même aussi à ce qu'on vous conseille pour installer vos sortes parties. Pour moi, c'est vraiment une métrique primordiale, le FCP. Pour moi, ça a vraiment un impact direct sur l'expérience utilisateur. Si vous attendez devant une page blanche pendant 3 secondes, on en a parlé, il y a de grandes chances que la majorité de vos clients partent avant que le contenu s'affiche. C'est un impact sur l'expérience utilisateur, sur l'engagement, sur la conversion. Oui, c'est exactement ça. C'est même si ça ne fait pas partie des 3 KPI du Core Web Vitals, donc ça fait partie du Crux, mais pas des Core Web Vitals. On le met beaucoup en avant à l'agence, puisque c'est une métrique vraiment webperf/SEO/business, business dans le sens où, comme tu viens de l'indiquer, pendant le laps de temps où on a une page blanche, eh bien, si ça dure, on revient en arrière, on prend un autre résultat dans le résultat Google et on va voir un concurrent potentiellement. Donc c'est à surveiller vraiment en continu. Et d'autre part, on est, pour le coup, à l'agence, on est très focalisé sur le rendu des pages, l'importance du rendu et le fait de faire des tests en continu, notamment. Alors, vous pouvez aller faire le test sur la Search Console pour voir le rendu et pour le voir de façon continue. C'est-à-dire que vous faites un test, ça marche, mais ça ne veut pas dire que si vous faites 20 tests, ça va marcher à chaque fois. J'ai eu plein de cas par le passé de clients qui avaient des problèmes de rendu et le rendu n'était pas forcément le même sur les 10 tests ou 15 tests qu'on pouvait faire et du coup, de façon continue, pérenne et donc à surveiller le FCP.
Recours suivante, on parle de contenu critique. Donc, on va essayer de dire au navigateur qu'est-ce qui est vraiment critique pour le chargement de ma page, qu'est-ce qui est vraiment utile à l'internaute en termes de ressources. Donc déjà, on est sûr que le LCP, c'est le contenu qui est le plus critique parce que c'est l'élément le plus important. On voit sur cet exemple-là, dans une page produit, l'internaute il s'attend à voir le produit. Donc c'est pour ça qu'on considère que c'est l'élément le plus critique et que c'est mesuré par le Crux. Ce élément LCP, l'élément le plus grand, c'est pas forcément une image, ça peut être aussi une vidéo, du texte. Alors, quand c'est une image, ce qu'il faut absolument pas faire, c'est la lazy loader. Donc, la lazy loader, ça veut dire au navigateur expressément que elle n'est pas utile, tu peux la charger plus tard. Donc, il faut surtout pas faire ça, parce qu'il va la déprioriser, il va attendre de charger plein d'autres choses avant. Mais on peut faire l'inverse et dire au navigateur, bah, cet élément-là, il est vraiment prioritaire, c'est le plus critique. Donc, je te demande de le télécharger en priorité. Et donc, on a cet attribut Fetch Priority qui permet de piloter la priorisation des ressources. Après, cette image, dans votre code HTML, parfois, elle peut être au milieu de votre code HTML. Donc, le navigateur, il doit d'abord lire tout le contenu HTML avant de pouvoir savoir qu'il y a cette image, même si elle est prioritaire. Et donc, il a plein de choses à télécharger avant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est la préloader. On va dire au navigateur très tôt, on va le dire dans le head très tôt dans le HTML, que cette image, elle est prioritaire, elle va être importante à télécharger le plus tôt possible, et donc il va pouvoir facilement prioriser cette image. Donc là, vous améliorez votre LCP. Le LCP, ça peut être donc une vidéo. Une vidéo, on sait tous, hein, c'est lourd à charger, ça peut prendre du temps. Google, il considère que le LCP d'une vidéo, ça démarre à la première frame. Et donc, la meilleure technique pour améliorer ça, c'est pareil, d'utiliser une image. On appelle ça un poster, de mettre une image à la place de la vidéo le temps qu'elle se charge. Donc, c'est cette image-là qui est considérée comme LCP. Et cette image, c'est les mêmes techniques, hein, on la priorise, on la preload. Et parfois, vous n'avez pas d'image, vous n'avez pas de vidéo, notamment dans les sites de contenu. Et à ce moment-là, vous avez du texte. Et donc là, il faut bien penser que le navigateur il considère que le texte est fini de charger une fois que les fontes sont téléchargées. Donc une fonte, ça peut être lourd. On en parle un petit peu dans une autre écho. Donc voilà, il faut faire attention aussi à ça au niveau des textes. Ouais, juste rajouter 3 commentaires. Le premier, c'est qu'on a tendance à focaliser, et on vous le recommande, sur le LCP mobile. Mais n'oublions pas qu'il peut y avoir un LCP différent entre mobile et desktop sur la même page, donc vraiment à checker. Si vous avez 2 choses différentes sur les 2 pages, soit vous prenez en compte le fait que il faut faire la même chose des 2 côtés, donc faites des changements techniques pour que ce soit le cas. Et si jamais c'est pas possible, dans ce cas-là, va falloir faire une gestion au cas par cas. Dans ce cas-là, on pourra faire un preload conditionnel. Donc ça, c'est possible, on peut le faire. Et donc voilà. Et sinon, autre commentaire, il y a une erreur aussi classique sur le LCP, qui est le fait aussi d'avoir des images qui se loadent alors qu'elles ne sont pas visibles. Ça peut nuire au LCP, donc faites attention, notamment dans les méga menus, quand vous avez dans les menus, quand vous allez dans les catégories, sous-catégories, les images, elles peuvent se loader alors qu'elles ne sont pas visibles. Faites en sorte qu'elles ne soient pas loadées, donc lazy loadez-les, et pour ne pas détériorer la statistique LCP. Je prends peut-être quelques secondes pour répondre à quelques questions. Le score du TTFB dans le Crux, le bon score, c'est 800 millisecondes. Après, ce Crux remonté, il est encore considéré comme expérimental par Google parce qu'il y a des choses qui ne remontent pas. On verra tout à l'heure, par exemple, des pré-rendus, des BFCache ou autres, ils ne sont pas remontés. Un FCP, oui, il est dans le vert en dessous d'une seconde 8, mais vraiment, une seconde 8, c'est beaucoup. Nous, on a toujours considéré qu'un FCP est bon en dessous d'une seconde. Donc, il y a toujours cette question de seuil, hein, dans le Crux ou dans les métriques de Google. Un LCP, par exemple, est bon en dessous de 2,5 secondes. Donc, 2,5 secondes aussi, c'est long pour afficher une image produit quand on est en mobile, puisqu'on a envie d'aller vite. Donc, oui, et donc, oui, le baromètre est bien basé sur les données du Crux. Ouais. Donc, cette 5e reco, c'est une fois qu'on a priorisé ce qui est critique, on fait l'inverse, on va lazy loader tout ce qui n'est pas critique. Donc, lazy loader, je le rappelle, c'est on dit au navigateur qu'on n'en a pas besoin et tu pourras le charger quand il y a, par exemple, une interaction ou quand la page elle est finie de charger, quand tu scrolles dans la page, par exemple. Le lazy load, on le définit souvent avec le concept de above the fold and below the fold. Above the fold, c'est ce qui est vraiment vu par l'internaute sur son device quand la page elle charge, et tout ce qui est en dessous, tout ce qui n'est pas visible, c'est tous ces éléments-là qui ne doivent pas être, qui doivent être lazy loadés.
Aujourd'hui, on a en plus des techniques qui sont natives dans les navigateurs, qui sont plus utilisées, qui sont compatibles partout. Tout simplement, sur les images, on a le loading égale lazy, qui permet de les loader les images facilement. Alors attention, il y a des petits pièges. Google va considérer qu'une image est visible, par exemple, si elle est dans des menus cachés ou dans des sliders horizontaux, ça va quand même le charger quand même. Ça va le déprioriser un petit peu, mais ça peut quand même forcer le navigateur à charger beaucoup d'images. Donc attention quand même à l'utilisation de cet attribut, même s'il est bien pratique. On peut aussi les loader des iframes. Vous avez par exemple des solutions tierces de type affichage d'avis clients qui sont dans des iframes. Vous pouvez faire en sorte de n'afficher ces avis que quand vous cliquez sur l'onglet qui affiche la partie avis ou que quand vous scrollez. Donc ça évite de télécharger des tonnes de JS, de contenu pour afficher des avis qui en fait ne sont même pas utilisés tout de suite par l'utilisateur. Mais attention, il faut bien penser à mettre des placeholders, donc d'afficher un contenu avant qu'il soit chargé pour que l'internaute sache qu'il va y avoir du contenu qui va s'afficher, et d'éviter aussi ce phénomène de contenu qui est poussé une fois qu'il y a une partie de la page qui se charge et qui est assez gênant et qui a un impact du coup sur le CLS. Et enfin, on peut aussi les loader du JS. Il y a des scripts tiers qui sont peut-être pas critiques. Vous n'avez pas besoin justement de ces avis au chargement de la page, du zoom produit, par exemple. Le zoom produit, on a besoin quand on clique sur le zoom. Et donc, on peut justement charger le JS nécessaire pour cette fonctionnalité au moment du clic, ou même au niveau du scroll, du survol de cet élément. Autre exemple aussi, par exemple, notamment les widgets de chat qu'on voit un peu en bas à droite de l'écran. Ça charge beaucoup de JS, c'est assez lourd. Et il suffit peut-être juste d'avoir une petite image qui, quand on le survole, déclenche le chargement de ce script tiers et qui ne charge vraiment les éléments qui sont importants que quand on en a besoin. Ouais, alors j'ai un bon exemple, moi, assez récent et très concret. Pour le coup, sur eskimos.fr, on a le marketing a voulu mettre en place HubSpot Sales, donc pour pouvoir faire le tracking de l'audience. Et pour le coup, il faut savoir que HubSpot Sales, ça ralentit énormément le site et ça a détérioré toutes les KPI des Core Web Vitals notamment. Donc faites très attention à ce qu'on appelle les third parties, c'est-à-dire les JS que vous installez par rapport à ce que vient d'énumérer Nicolas. Quand vous faites une intégration avec les options par défaut que vous recommande le third party, généralement, c'est pas le plus optimal. Enfin, en général, c'est pas le plus optimal pour la web performance. Donc, demandez à votre agence, si vous avez des gens compétents dans votre agence, en web perf en tout cas, de voir si c'est la bonne intégration, s'il faut pas faire autrement. Alors, du coup, maintenant, pour la petite histoire, à chaque fois que le marketing doit intégrer quelque chose, bien heureusement, il m'en parle avant et on fait les choses bien. Notamment, récemment, on voulait faire de l'A/B testing. Du coup, on l'a fait sur tester une solution d'A/B testing. On va éviter de le faire sur le site principal. On va le faire sur un site par un autre site pour éviter de détériorer ces choses-là. Donc, faites très attention à ce que tout le monde soit aligné sur la web perf et que tout le monde soit acculturé à cela, les devs, le marketing, etc., pour que vous soyez en connaissance de cause. C'est le suivi agence généralement qui fait ça, mais l'agence non plus ne peut pas savoir ce qu'on met par exemple dans le Google Tag Manager. Je fais le Voilà. timekeeper, il nous reste 10 minutes pour 5 recos. Messieurs, je vous On va demande de faire vite. faire vite. Donc, les images, c'est quelque chose qui est assez lourd sur les sites. On a aujourd'hui des formats qui sont modernes, qui permettent d'avoir des tailles plus petites que le JPEG. La VIF, par exemple, c'est 2 fois plus petit qu'un JPEG. Souvent, en plus, vous avez vos CDN qui peuvent les convertir automatiquement. Attention aux GIFs. Ça, je l'ai déjà vu plein de fois. Les GIFs, c'est une catastrophe en termes de poids. Ça peut peser plusieurs mégas. C'est pas du tout optimisé. Et puis souvent, ça peut être remplacé par une petite vidéo toute légère. Et une fois qu'on a du coup une image qui est optimisée, qui est compressée, il y a une question de taille aussi, en taille, en largeur et hauteur. Quand on est sur un petit device de 300 pixels de large et qu'on reçoit une image qui fait 3000 pixels de large, on se doute qu'il y a peut-être beaucoup de données qui servent à rien. Donc bien penser, il y a plein de choses qui sont disponibles en HTML pour dire au navigateur, je suis dans tel viewport, j'ai telle résolution d'écran et je te donne une version adaptée pour mon écran ou un petit exemple de code source à droite, là, le picture source SRC7. Attention, malgré tout, au nombre de variantes, quoi. Pardon, Sylvain. On ne va pas fournir 15 variantes différentes pour chaque type d'image aussi. Là, on va commencer à compliquer aussi le cache et le fonctionnement des transformations. Très rapidement, à une époque, Google Search ne prenait pas en compte la VIF. Et du coup, chez Eskimos, on a repéré ça, on a fait remonter l'information et maintenant, ils se sont mis au diapason. Donc, Google Search et Google Images sont compatibles les deux avec la VIF. C'est plus un problème.
Reco suivante, c'est à propos des polices. Alors, les polices, c'est lourd. C'est bien parce que ça affiche du texte joli, mais attention quand même au format WOF2 qui est le dernier, c'est quand même assez lourd. Et puis, on le voit souvent, on a tendance à en mettre beaucoup. Alors moi, en tant qu'expert web perf, je vous dirais, n'utilisez pas de police, utilisez des fonds de système. Et maintenant, on trouve des stacks qui sont quand même assez intéressantes et qui sont cross-browser. C'est-à-dire que j'ai mis un exemple ici, là, vous utilisez Roboto sur votre site, ben, vous utilisez la font family Inter, Roboto, enfin ce qui est décrit en bas. Et en fait, vous avez du texte qui a des variantes, qui a des graisses différentes, sans avoir à télécharger de fonte. Alors, si vous avez envie de mettre des fontes, donc limitez le nombre de fontes, mais au pire, au moins, permettez au navigateur d'afficher une fonte système, qui est une fonte de fallback, qu'on appelle, qui sera ajustée pour qu'il puisse afficher quelque chose tant que la police n'est pas chargée. On peut même aussi indiquer au navigateur, bah, écoute, pour la première page, première visite, tu n'avais pas la fonte, affiche la fonte de fallback, et puis à la prochaine page, télécharge tranquillement ta fonte, et tu pourras utiliser cette jolie fonte une fois qu'elle est téléchargée. Ça, c'est avec le fond de display en CSS. Oui, dans le chat, je viens de vous mettre un outil très pratique pour pouvoir caler votre fonte, on va dire brain font, avec la fonte fallback et d'ajuster avec du CSS pour qu'elle soit vraiment au millimètre, vraiment similaire à la fonte de votre site. Donc, très, très pratique cet outil. Il y en a d'autres. Ça y est, vous avez optimisé tout votre site, vous avez priorisé, vous avez les loadés, vous avez fait attention à vos images et tout ça, et ben, vous pouvez aller plus loin. En fait, sur Chrome et bientôt sur les autres navigateurs, j'espère, ils ont sorti des API qui permettent en fait de faire du pré-rendu de la page, d'essayer de spéculer sur la navigation de l'internaute et d'anticiper sa navigation. Donc en fait, on va pouvoir dire au navigateur, bah, sur cette page liste produit, il y a de grandes chances quand même que le client clique sur le premier produit, par exemple, ou au survol de la souris. Et le navigateur va commencer à charger cette page comme si c'était dans un onglet qui est ouvert sur le côté. Et donc, quand la personne clique sur le produit, bah, c'est un affichage qui est instantané. En fait, la page, elle est prête, elle est disponible, il n'y a pas de CLS, il n'y a rien. C'est un effet un peu waouh, je l'admets. Donc, c'est vraiment efficace. Et il faut bien penser aussi que les métriques de navigation de cette page, elles sont mesurées aussi dans le crux, c'est sur votre RAM. Donc, imaginez un TTFB qui est proche de 0, un CLS qui est stable, du coup, tout est chargé, et puis surtout un INP qui est rapide, parce qu'en fait, votre page, elle ne charge plus de JS, elle n'est plus embêtée par des scripts tiers qui sont en train de se charger. Donc voilà, vous avez vraiment une navigation qui est instantanée. Donc ça, c'est aller naviguer en avant, mais on peut aussi faire un retour arrière. Donc on appelle ça le BF cache. Quand on a les conditions nécessaires pour activer le BF cache, bah, c'est pareil, je suis sur une liste produit, je vais sur une page produit qui a été chargée en pré-render, donc effet wow, et je reviens en arrière, et en fait, le navigateur a gardé en mémoire la version de la page qui était chargée, donc on revient très rapidement sur sa liste de produits. Et petite anecdote, on a pas mal de sites de nos clients qui ont été impactés par le BF Cache, justement par un sort parties qui avait fait une mise à jour et qui avait cassé. On avait quasiment 15 à 20% de BF Cache sur leur site, et en quelques semaines, en fait, le BF Cache était à zéro, donc avec l'impact que ça peut avoir sur toutes les métriques. Ouais, alors pour le coup, nous, on travaille énormément le BF Cache avec nos clients aussi, et on est souvent confronté à des problématiques qui sont sur le CMS. Il y a pas mal de CMS, en tout cas, qui avaient en fait des directives qui n'étaient pas bonnes, qui empêchaient le BF Cache, notamment CFCC, mais aussi Magento. Et pour le coup, ils mettaient Cache Control No Store. Et il faut savoir que depuis mars-avril 2025, Google Chrome était conscient de ça. Ils ont fait en sorte que ils outrepassent cette directive qui était envoyée par Magento et CFCC. Et pour le coup, depuis mars-avril 2025, c'est plus un sujet. Mais du coup, c'est grâce à Google Chrome et non pas grâce au site. Mais par contre, pour tous les autres navigateurs, ça sera un problème. Sur la 9e reco, on parle un peu d'interactivité. Quand on est notamment sur un site e-commerce ou même d'autres sites, on a beaucoup de scripts tiers qui sont installés, du tracking, du monitoring, plein de features. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on fait un clic sur un élément, sur un bouton d'ajout de panier, par exemple, qui est quand même critique pour votre session de navigation de vos internautes, et on a tous nos petits scripts tiers qui viennent se greffer au clic. Et malheureusement, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'en fait, ils viennent s'exécuter avant ce que vous aviez prévu pour votre petit
petit bouton ajouter au panier. Donc vous cliquez sur le bouton ajouter au panier, en fait vous allez avoir votre tracking de Facebook, le tracking de Content Square, le tracking de Snapchat, de TikTok, tout ça, et souvent ça représente plus de 50% du temps de traitement de ce qui se passe sur votre petit bouton. Donc vous avez bien optimisé votre appel, vous avez peut-être fait un appel asynchrone pour vérifier le stock, pour faire votre mise au panier, mais en fait vous êtes parasité par tous ces scripts tiers qui viennent se greffer sur cet événement d'interaction. Donc le but c'est de différer tout ça, faire attention à ce qui se passe sur votre site par rapport à ces scripts tiers. C'est pas facile. Alors on a réussi nous on a créé une feature qui s'appelle Smart INP qui fait ça de manière automatique. On arrive à détecter tous les greffages de scripts tiers sur les interactions et on vient juste les différer, les mettre juste après l'ajout au panier votre interaction sur vos pages. Et donc oui, on parle d'INP. Oui, pour info, tout à l'heure, quelqu'un demandait comment estimer l'INP, sachant qu'un test simulé ne peut pas le faire. Je vous ai trouvé c'est quelque chose qu'on utilise, mais qui est perfectible, hein, mais il y a un outil qui a été fait par des bugbears qui peut déjà vous donner un aperçu, mais qui n'est pas forcément complètement scientifique. Il faut le faire vous-même. Ou alors, faites appel à Nicolas ou à moi après coup, demandez-nous et on vous fera un petit topo de ce qui peut incrémenter l'INP chez vous. Mais c'est déjà un bon début avec ce petit outil. Et ouais, tout à fait. Et pour finir sur ces recommandations, tout ce que vous allez faire, malheureusement, c'est pas forcément pérenne. Vous avez beau optimiser à un instant T, après des refonds, des évolutions, des ajouts de contenu, des campagnes, toutes ces optimisations, elles peuvent vite être oubliées ou dégradées. Donc c'est un travail vraiment à long terme, au quotidien, qu'il faut mesurer. On parle souvent de budget de performance aussi avec votre outil de mesure. Donc ça permet de se dire, moi je veux que mon FCP il soit toujours en dessous de 2,5 secondes. Vous allez suivre l'évolution au fil des jours et puis si ce budget il est dépassé, à ce moment-là, on va peut-être remettre en cause cette nouvelle feature ou en tout cas essayer de retravailler la mise à jour que vous avez fait sur votre site pour éviter de dépasser ce budget de performance. Donc le plus dur, c'est de garder votre site performant. Et donc on a cette solution, chez nous, qui est Healthspeed, qui est là pour ça, qui a été faite pour ça. Nous, en fait, on rassemble, on coordonne, on organise toutes ces techniques d'optimisation et on les adapte à votre site. Donc, on automatise la performance, on a un impact significatif, du coup, sur l'expérience utilisateur et, du coup, le business. Et on est là aussi pour faire de l'accompagnement. Je fais beaucoup d'accompagnement avec nos clients pour les suivre au jour le jour, pour aider les équipes à avoir une maturité de votre perf et pouvoir améliorer leur performance et garantir un site rapide. Ouais, c'est exactement ça. Globalement, la WebPerf ne travaille pas en one shot, c'est un truc à surveiller en continu. Car les régressions, pour le coup, elles arrivent tout le temps. Ça peut être les sortes parties, comme tu le disais, ça peut détériorer du jour au lendemain des KPI. Ça peut être en interne, comme je l'ai expliqué, avec l'ajout d'un GTM de script dont on n'est pas au courant. Ça peut être une nouvelle campagne d'ads qui peut faire que les visiteurs arrivent sur des pages qui ne sont pas en cache parce qu'elles ont plein de paramètres. Et il peut y avoir aussi Google qui change. Alors, on ne l'a pas mentionné, mais Google peut aussi vous faire évoluer ses KPI, notamment quand on est passé du FID à l'INP ou quand le LCP a été plus strict, c'est arrivé aussi. Donc pour le coup, il faut vraiment que vous soyez accompagné et c'est pour que non seulement vous ayez les bonnes recos, qu'il y ait un bon recettage derrière de notre part et que derrière ces recos et le suivi soient faits pour que les KPI soient bonnes tout au long de l'année. Voilà, tout simplement. Très bien, merci à tous. On arrive un peu au bout de l'échange. On a pris les questions au fur et à mesure. Peut-être qu'on aura encore 10 secondes pour prendre la dernière. Si vous voulez continuer l'échange, on vous invite effectivement à télécharger les baromètres dans le lien que vous a forwardé Roman, mais qui pourra vous repartager le cas échéant. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On a un podcast aujourd'hui qu'on anime on invite les CMO français à prendre la parole. Et c'est intéressant parce que ça permet effectivement de continuer à réfléchir, à penser un peu la transformation de nos métiers. En parallèle, nous, on a publié aussi ce qu'on appelle les baromètres Géo, où on classe un peu les marques leaders sur les moteurs IA. Et dans 3 semaines, on a un webinaire sur la publication de la 3e édition des baromètres Search, où là, effectivement, par industrie, un peu comme on l'a fait avec Fasterrise, là, on le fait tout seul, mais on met en avant, effectivement, quels sont les leaders par industrie en SEO, SIA, avec pas mal d'insights. Et effectivement, on aura des recommandations aussi SEO, SIA, avec 2 directeurs chez nous qui, de la même façon, seront très pratico-pratiques. Voilà, je vous ai mis aussi le calendrier. On a pas mal aussi de contenu que vous pouvez télécharger sur le site, que ce soit sur les LM, sur le futur du SEO, sur le futur du paid, et différentes prises de parole sur lesquelles effectivement vous pouvez les picorer. N'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez contacter soit sur les sites respectifs Eskimos, Fasterrise, ou vous pouvez contacter aussi directement sur LinkedIn. Sylvain, Nicolas ou moi-même, on sera ravis de vous répondre. Et puis on espère que ça vous a plu, que ça a répondu à vos questions, puis qu'on a
à notre petite mesure, contribuer à démystifier ce sujet qui fait un peu peur et à tort, parce que c'est un sujet qui est hyper pertinent et source de business. Voilà, on vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à tous.